Et yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On est au jour numéro 4. Aujourd'hui, on fait une excursion qui s'appelle la Crète sauvage. Le programme de la journée, on commence par 1 heure dans un monastère. On a 1 heure pour un peu visiter, voir tout ce qu'on veut. Ensuite, on va pendant à peu près 1 heure et demie dans un village d'artisans. 1 heure de visite dans les grottes. On n'a qu'1 heure dans les grottes. J'espère juste que ça sera assez long. Et puis ensuite, on a 3 heures de temps libre pour manger et pour aller se baigner à la plage de Bali. Oui, on est toujours en Grèce, oui, on est toujours en Crète, mais il y a une plage qui s'appelle la plage de Bali. J'ai trop hâte de voir les grottes, j'espère vraiment que c'est magnifique. C'est parti, let's go. Jour 4. Pour la première visite de la journée, je vous propose une petite voix off pour être sûr de n'oublier aucune information et pour que vous en appreniez un petit peu plus sur ce lieu. Nous venons donc d'arriver au monastère sacré d'Arcadie. L'histoire de ce monastère commence au début du XIIIe siècle, lorsque, selon la tradition, un moine nommé Arcadios le fonde sur le plateau fertile à 23 km au sud-est de Réthymnon, à une altitude de 500 mètres. En 1587, une magnifique église à double nef a été construite en l'honneur de la transfiguration du Christ, de saint Constantin et de sainte Hélène. C'est un exemple typique de l'architecture monastique de la dernière période de la domination vénitienne, qui incorpore des caractéristiques gothiques et de la Renaissance. À la fin du XVIe siècle, le monastère a été restructuré pour prendre sa forme fortifiée actuelle. En plus de cultiver les vertus monastiques, le monastère sacré d'Arcadie a été un centre d'art et de littérature qui servait occasionnellement d'atelier pour la copie des manuscrits et pour la fabrication de broderies d'or. Le monastère a joué un rôle crucial dans les luttes des libérations de la Crète. En effet, pendant la Révolution de 1866, il a servi de refuge aux combattants, aux villageois ainsi qu'à leurs familles. Un groupe de 964 personnes, dont des moines, des femmes et des enfants, ont été confrontés à 15 000 soldats de Mustapha Pacha. Le 8 novembre, les Turcs encerclent le monastère. Ils envahissent l'intérieur le 9 novembre et commencent à massacrer impitoyablement les chrétiens. Malgré une résistance héroïque, le conflit se termine en tragédie. Les combattants décident de mettre le feu à la poudrière, entraînant la perte de vie de Grecs et des Turcs. Cet événement extraordinaire a fait d'Arcadie un symbole des valeurs humaines universelles telles que la liberté et la dignité, qui seront célébrées pendant des siècles. Le monastère d'Arcadie est le témoin irréfutable de la puissance, de l'excellence et de la grandeur de l'âme humaine. Il nous appelle à un éveil constant et à une vigilance collective. Je sais pas, j'ai pas vu, j'ai fermé les yeux parce que ça faisait des fit et j'ai cru que j'allais vomir. J'ai cru que j'allais mourir en fait. Il y a un petit plan. Bah faut aller sur les petits chiffres, non? Eh ben, qui c'est qui fait le guide? Bah papa. Là déjà c'est le 1, c'est la porte ouest. En effet, nous nous trouvons face à la porte ouest. L'entrée principale du monastère est appelée Réthymniotiki ou Chaniotiki, car les personnes venant de Réthymno ou de Chania, à l'ouest de la Crète, avaient l'habitude d'entrer par cette porte. Le bâtiment original a été détruit par les Turcs en 1866 et reconstruit en 1870. Après nous allons nous diriger vers le petit lieu. Eh ben, let's go. On te suit, monsieur le guide. Je sais pas si c'est bien sérieux, mais on te suit. C'est de l'intention. C'est vrai qu'on lui a encore laissé une carte. Hein. J'avoue. Après, faut pas prendre tout le temps non plus, parce qu'on a qu'une heure. Ouais. Bah après on peut suivre les chiffres sans forcément s'arrêter une demi-heure. Nous allons nous diriger vers la maison de l'abbé. Il pourrait pas être guide. Non. Il n'a pas compris que quand il part en marche dans l'ascension, on entend rien. J'ai entendu, on se dirige vers la maison de... L'abbé. Mais on a loupé l'entrée. Bon, pour vous parler quand même un petit peu de la maison de l'abbé, elle était située au nord de la cour. On est passé devant la porte. Malheureusement, elle a été incendiée lors de l'attaque du monastère par les Turcs en 1966 et elle a été entièrement reconstruite en 1905 sous l'évêque Dionysos Kastrinogiannakis et puis elle a ensuite entièrement été rénovée en 1968.
c'est peut-être écrit là-haut, mais en fait, je lis pas le grec, donc il faut un Google Trad. Là, c'est le réfectoire. Le réfectoire, la cantine, quoi. Ouais, la cantine. C'est un réfectoire. Oulala, ça sent fort. Ça sent quoi? Non, c'est Oui, ça sent. Le truc de... ça sent. Ça m'attaque le nez un peu. Parlons maintenant du réfectoire. La salle à manger des moines est restée inchangée depuis sa construction en 1860 sous l'abbé Gérasimos Vlastos, et c'est dans ce réfectoire que 37 défenseurs du monastère ont été brutalement tués pendant l'occupation par l'armée turque. Ça, c'est le site préhistorique. Ouais. Depuis l'invasion turque, le site préhistorique se dresse sur le côté nord de l'église. Les visiteurs peuvent encore voir une balle turque fichée dans son coin. Ah, on va chercher. C'est à la recherche de la balle. Où ça? Ah bah il y a vraiment une flèche pour voir. Alors moi je vois que des clous, Ouais. mais je fais 1m60 donc vous voyez? Ouais, si, il y a peut-être une balle. Bah vous allez peut-être voir. Moi je verrai au montage parce que là je vois rien du tout. Nous nous apprêtons désormais à rentrer dans les caves. Des appartements voûtés comprenant une salle de prétissage, une cuisine, un four et des réserves. C'était un lieu où les travailleurs, les pèlerins et les passants pouvaient se reposer et profiter de l'hospitalité des moines. On avait vu la même chose à Djerba. Le guide, il a failli tomber. Le guide, ça se pose comment? Fais gaffe, il y a des marques. Je pense que ça vient. Il n'y a rien à voir par là, monsieur le guide? C'est la porte est. On a en effet failli louper la porte S. Cette entrée était principalement utilisée pour permettre l'accès au champ du monastère, tant pour les personnes que pour les animaux. Cette porte, qui est située juste à côté de la poudrière, qu'on a également failli louper, du coup, elle a été détruite lors de l'explosion, mais a été reconstruite en 1870. Pourquoi je vous parle de l'explosion? Je vais vous l'expliquer tout de suite. On va rentrer dans la poudrière. Pendant le siège, l'ancienne cave du monastère a été utilisée pour stocker des munitions. Le 9 novembre 1866, le dernier acte du drame arcadien s'est joué dans cette pièce. Des dizaines de femmes et d'enfants ont préféré se faire exploser plutôt que d'être capturés par les forces d'invasion. C'est pour ça qu'au fond de la poudrière, aujourd'hui, on y trouve une sorte de mémorial. Ça, là, c'est les cellules. Ça, c'est les chambres. Ouais, en fait, c'est Les cellules. Alors, cellule, ça veut dire chambre ou ça veut dire prison? Cellule, ça veut dire chambre. Tu penses que je peux monter? Bah oui. Les cellules des monastères offrent aux moines un espace de repos, de réflexion et de prière. Oh, je sais pas. C'est pour ça quand t'as un lit Oh. de nuit. Ah non, c'est grand. À droite, t'as une porte qui mène à un endroit où il y a un escalier. Il n'y a pas un endroit où c'est ouvert. Bah, je suis sûre, il y en a une qui est ouverte et j'ai grimpé pour une. Ah oui, bah non, mais c'est une réalité, il y a des Non, mais il y a des gens. Ah merde! films chez les gens. Non, mais là-bas c'était vide, je te promets, c'était vide là-bas. Bah, un monastère, il doit bien y avoir des moines. Hein. Non, mais là-bas c'était vraiment vide. Et vous regarderez les images, c'était vraiment vide, il n'y avait rien. Bah, en théorie, c'est un carré, il suffit Alors en de. fait, là on est dedans. Les trucs. Alors, oui, c'est les trucs, c'est la voûte. À présent, nous sommes dans ce qu'on appelle la Mésocoumia. C'est l'aile ouest du monastère qui est constituée de 8 cellules
au rez-de-chaussée et de 3 cellules au premier étage. Pendant le siège de 1866, elle servait d'hôpital pour les soldats blessés. On raconte que lorsque le monastère était à son apogée, ses locaux étaient occupés par les moines très âgés ou malades. Donc oui, c'est vrai que c'est encore des cellules. C'est ouvert. Ah bah vas-y si tu veux. Bon, je vais laisser devant. Vas-y, tu Vous êtes sûr qu'on peut rentrer? Si vous voulez. Discrétion. Il y a une C'est électricité. l'hôpital, enfin l'infirmerie. Ah, c'est l'hôpital. Il faut arrêter. Faut pas être claustrophobe, j'ai juré. C'est le thème de la journée, entre ça et les grottes. Nous sommes aussi allés visiter le musée où sont conservées de précieuses reliques du monastère, mais aussi des fusils et d'autres objets de valeur. Et nous sommes aussi allés visiter la galerie, où on peut retrouver des œuvres d'art créées par des artistes établis ou émergents qui ont été inspirés par le sacrifice ultime du monastère et l'Holocauste. Pour finir la visite du monastère, on va se rendre dans la cathédrale. L'église centrale du monastère, à double nef, est dédiée à la transfiguration de Jésus et aux saints Constantin et Hélène. Selon l'inscription sur la base du clocher, elle a été construite en 1587 sous l'abbé Climis Hortatis, sur l'emplacement d'une église plus petite datant du XIIIe siècle. Cette église est un exemple typique de l'architecture monastique des dernières années de la domination vénitienne, combinant à la fois des éléments gothiques et de la Renaissance. Après 1 heure de bus, pour ma part une sieste d'1 heure du coup, on est arrivé dans un village d'artisans. Voilà, avec notamment des poteries. J'ai l'impression que partout où vous nous emmenez, c'est toujours des artisans potiers. Okay, good morning everyone. We are Kostas and Kostas at Hierophant's Pottery. And now, at first we will start with the presentation of some, we will show some really ancient designs and some pieces that are still created until today here in Crete. Pour tous ceux qui ne seraient pas trop bilingues, il vient de dire que vous allez commencer la présentation pour nous montrer quelques petits objets un peu typiques, donc il va y en avoir un peu plusieurs. Je vais vous passer un peu toute cette partie-là, mais concrètement c'était des objets un peu beaux, et sur tous les objets qu'il a montrés, on en a ramené 2 chez nous, et c'est les 2 seules présentations que je vais vous laisser parce qu'elles sont vraiment bien. So, this was designed by Pythagoras. Pythagoras was an ancient Greek mathematician and philosopher, and he designed this cup because he wanted to teach his students a lesson about equality in the table. We call it the cup of justice or the cup of Pythagoras. And what he did is he wanted to make sure that everyone in the table would drink the same amount of wine. So, if you can see it, he put over here a line which is the limit of the cup. And now, let's see with some water. If we fill our cup up to the limit,
works perfectly good as a cup. But if someone was greedy and wanted to drink more than the others and go above the limit, this would start to happen. Je vous résume un petit peu l'invention. Il y a une petite limite. Et quand on va jusqu'à cette limite, ensuite, c'est comme une tasse normale, on peut boire. Et si on dépasse cette limite, eh bien la tasse se vide entièrement. It's a water whistle. If you whistle while it's empty, it's just a little bit annoying. Yeah, why? Si tu mets de l'eau dedans. If you fill it up with water, that's it. Okay, and now let's get to the wheel. Cédric qui regarde, il aime bien ça. Regardez comment tu bien. Donc là, comme vous pouvez voir, on a pu assister à la fabrication en direct d'un pichet de vin. Enfin, ils nous ont dit un pichet de vin, mais pour moi, honnêtement, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, de l'eau, ce que vous voulez. Honnêtement, je vous l'ai mis en accéléré pour que ça aille un peu plus vite, mais le gars a mis 3-4 minutes max à le faire. Sachant qu'ensuite, il nous explique qu'il faut le mettre en fonction de la météo à peu près 2 jours à sécher dehors. Et qu'ensuite, tu peux faire les décorations et tout et tout. There we go. Now guys, this is only the first part of the whole process. Now every piece we make on the wheel needs to stay outside to dry for about 1 to 2 days, depending on the weather and of course the thickness of the piece. Moi, je pense qu'il faut qu'on achète l'espèce de verre qui se vide. Ça, c'est marrant. Ah bah le verre de La tasse qui se vide. Bah ouais, non, c'était le truc marrant. Soit la tasse qui se vide, par pitié, fais gaffe. La tasse qui se vide ou le... Oui. La tasse qu'elle prend plein, en fait. C'était bien ça, non? De tout ce qu'il a montré. Ça vous convient ça? 20. Ah, voilà. Ça va. Coffee, 1,80. Allez. Un petit coffee. Traditionnel taverne café. Il y a de l'eau, café, ça fait beau. Welcome. Hello. Calimera. Calimera. Café Nec, ok. Hein? Moi je pense que je vais regarder s'il y a un truc frais genre. Oui, bah oui, je crois que tu vas boire un truc frais, Cédric. Ah, c'est à la fin. Et je vais prendre Google Maps et je vais regarder il y a quoi en fait parce que c'était marqué village d'artisans traditionnels perçu par le potier. Bah parce qu'il doit y en avoir plus loin, mais je suis pas sûre. On nous a déposé tout en bas. Oui mais parce qu'il fallait déposer devant le potier en fait. Après vous vouliez un café, comment un café? Bah oui. Bah puis vous un petit tasty frais, ça va. Ouais parce que là je transpire. Quand tu regardes les routes tu m'étonnes j'étais malade en fait dans le bus. Il est bon? Alors tu vas, il est chaud. Tu vas avec, J'y vais doucement. parcimonie. Là des deux hommes que d'habitude j'aime pas le café. En fait c'est un peu fort mais j'aime bien le goût. T'as rien trouvé de bizarre? Dans quel sens? Attends, s'il n'est pas fini de déposer. Ah. Bah si, là, non. Là, tu le sens, en fait, il est... Et puis, Tu sens qu'il est granuleux. bah oui il y a des petits Ouais, petits. il n'a pas fini de se déposer parce qu'en fait, il y a tout le mort, il y a tout là. Ah ouais? Bah je trouve ça bon. Je vais finir par aimer le café avec vos bêtises là. Après une petite demi-heure de bus, nous voilà en haut de la montagne. Sur la montagne. Pour aller visiter la grotte de Médonia. C'est ça? C'est quoi alors? Mélide. Oui, bah il me manque des syllabes à chaque fois, écoute. La vérité que la route m'a donné la nausée. Ça faisait des virages serrés comme ça. Dans son rapport de voyage, il a décrit vivement l'épisode de la mort par asphyxie de 370 personnes par les Turcs
Durant la Révolution. Ça j'ai compris. Il l'a dit dans le bus, le monsieur, ça j'ai compris. Qu'il y a plein de gens qui étaient morts. Parce qu'ils s'étaient réfugiés dans les. Parce que ils ont. Voilà. Ça j'ai compris. Ouais. J'ai compris quand il l'a dit en anglais. C'est vrai que. Hop, je passe pile poil. Non, je rigole. J'ai compris quand il l'a dit en anglais. Parce que quand il a parlé en français, je l'ai pas compris. Ouais. Mais en anglais, il a dit que les gens, ils avaient essayé de se réfugier, c'est ça, de se cacher de l'attaque des Turcs et qu'au final, ils étaient morts asphyxiés dans la grotte. Ça, j'avais understand. On est des franco-anglais maintenant. Bah, j'ai mieux compris l'anglais du guide que le français. J'ai juré les phrases en français, je comprenais rien. La phrase, elle a pas de fin, pas de début. Il y a des mots, ils sont. En fait, il prend les mots, il essaie de les rassembler dans le monde. Bah après on a payé 20 € pour 4, donc ça fait 5 € chacun, c'est pas cher. Ça va, franchement. Pendant qu'on descend au fond de cette grotte, je vais vous raconter un petit peu son histoire. Au tout début, la grotte a été utilisée intensivement comme lieu d'habitation permanent ou occasionnel au néolithique, ainsi qu'à l'âge de bronze, ou même un peu plus tôt, vers 5000 ou 2006 avant Jésus-Christ. Si elle a été utilisée comme lieu d'habitation, c'est en raison de l'adéquation de l'oxygène et de la lumière apportée par la grande entrée. Des foyers de feu, des vases de stockage ou encore des ustensiles et des outils de cuisine y ont été retrouvés. Malheureusement, la grotte n'est pas connue que pour de bonnes raisons. Un incident terrible s'est produit dans la grotte en 1824. 370 civils y ont trouvé la mort, asphyxiés, enfermés dans la grotte. Robert Pachelet nous en fait la description. Les soldats ont fermé la seule ouverture qui laissait passer de la lumière et de l'air. La tentative des Turcs de fermer l'ouverture a été répétée. À la fin, ils ont vu que les chrétiens étaient encore vivants et respiraient. Alors ils ont ramassé du bois, de l'huile, de la paille, de l'alcool, du soufre, des noyaux, et tout ce qu'ils ont trouvé d'autre de combustible, et ont mis le feu à l'entrée. La fumée passait de la première chambre à la seconde. Les malheureux chrétiens disparurent quelques minutes plus tard. Je vois pas trop où je mets les yeux, hein. Ça va. Pour l'instant, le cadrage est pété au sol parce qu'en fait, je regarde mes pieds. Je regarde, je me mets du coup. Je suis du 43 de ma chaussure. Je descends les marches comme les bébés. C'est bon, on est en bas là. On n'est pas dedans. Ça descend encore un peu là-bas. 1824. Bah, je voulais lire ça. Parce qu'il y a quand même un espèce de tombeau là. Ah bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait en fait, il y a des gens ils se sont cachés là et au final ils sont dead. Par contre c'est magnifique. C'est super beau. J'aime trop les grottes. On était tout là-haut tout à l'heure, le seul puits de lumière. Oh, c'est grave beau. Par contre, je trouve que la grotte de la Salamandre qu'on avait fait, c'est un peu mieux éclairé. Là, on voit pas trop. Tu fais gaffe, il redémarche. Ouais, j'ai vu. En fait, je passe plus de temps à regarder mes pieds, du coup. Bah oui, c'est dommage, ouais. Et puis c'est ce que j'étais en train de dire par rapport à la grotte de la Salamandre qu'on a fait en France. Genre en France, tu vois, les stalactites elles étaient mises en valeur avec des belles lumières et tout. Ouais. Là je trouve que c'est dommage, on voit pas trop. Et puis tu vois, en fait il y avait plein de points de lumière des fois qui permettaient d'éclairer. Ouais non mais voilà, tout ce qu'il y a au-dessus de toi, tu vois pas tant que ça. Et même les chemins ils étaient un peu mieux éclairés, ce qui fait que tu voyais où tu mettais les pieds. Mais le problème c'est que la lumière ça rend pas trop bien non plus. Alors que tu vois, regarde, c'est magnifique ce qu'il y a là-haut, ouais. Tu vois pas du tout. Ouais, grave. Mais genre là, tout ce qu'il y a là-haut, c'est dommage qu'on voyait pas, ça fait des trous entre. Ouais. Bah, regarde les autres. Ouais, ça c'est une stalagmite parce qu'elle monte. Ouais, c'est mouillé. Ah, il y a encore de l'eau qui coule. Ça se voit que c'est mouillé, elle brille.
Bah j'ai pas... Ah c'est le truc des tous les morts là, tu sais, qui ont été asphyxiés. C'est le mémorial. C'était des femmes et des enfants entre 20 et 30 ans. Attends, on a déjà fini. Ah oui, franchement. Attends, on va... C'est beau, mais ça l'est un peu moins quand tu sais que il y a des gens qui se sont fait tuer ici, genre. Genre ils sont dead. Bah du coup il fait super chaud ici. Bah oui. Du coup on retranspire. Et bah en vrai c'était sympa. Mais c'est vrai que du coup j'allais dire 5 balles c'est pas cher. Mais du coup vu ce que c'est 5 balles c'est un peu cher. Dans le sens où je crois que vraiment la grotte de la salamandre on a payé à peu près pareil. Je crois que c'est 7 balles l'entrée. La vue plus belle que la grotte tu sais. On va aller se faire des... Voilà, on va se faire... On va aller profiter de la vue et du vent. Vu la stabilité du truc, je vais pas aller au bord. J'ai pas le vertige, mais waouh! On a pris la route là, après la route là-bas, et en fait on vient de tout là-bas, là-bas. Je suis accrochée au poteau. La vérité, j'ai un peu peur. Parce que en France, on aurait une grande barrière. Là, regardez. Il y a juste ça. Juste ça. Franchement, t'as envie de passer par-dessus, t'y vas. C'est trop bas. Après la visite de cette petite grotte de Mélidonie bien sympa, on va reprendre le bus pour aller à Bali. Bali sur l'île de Crète. Oui, Bali. Pour profiter d'une plage qui apparemment est magnifique. Et aussi pour manger. Donc c'est parti, on reprend le bus. On fait beaucoup de bus aujourd'hui. Let's go manger. Il est 14h. Sur la route, Je crois qu'il y en a un à foutre le guide. Hein. On suit le guide qui nous a dit qu'il avait une bonne adresse pour manger. Du coup on lui a fait confiance. Du coup on verra bien. Sachant que pas trop sûr de tout ce qu'il a dit. Parce que vraiment depuis ce matin on comprend pas un broc de ce qu'il raconte. Et il comprend pas ce qu'on dit. Et il comprend pas un broc de ce qu'on dit. En fait, il connaît que les mots de base. Alors qu'il avait dit qu'il parlait français. La vérité, il parle français comme moi je parle espagnol, quoi. Il parlait mieux si on a eu à Après, pourquoi tu me dis à moi Waouh! On a encore une super vue pour manger. Hein. Bon, du coup, on a fini les plats. J'ai pas filmé. On a pris des gyros, je sais pas comment ça se dit. C'était un des deux trucs typiques. Et en fait, c'est un kebab. Enfin, c'est un grec, quoi. Du coup, bah oui, un grec. Poulet et porc. En vrai, c'était bon. Et là, on a pris des desserts un peu typiques. Baklava et. Mais si, le deuxième truc, c'est typique. Oui, c'est typique. Kadhafi. Non. Il l'a trop bien dit lui. Ouais. En même temps il est grec hein, donc voilà. Et encore 2 cafés grecs parce que visiblement on aime bien. Bah visiblement c'est pas dégueu. Voilà et on a bien mangé et j'ai tapé dans l'assiette du daron, il y avait de la viande de mouton. Vous voyez quand vous allez voir des brebis ça sent la chèvre, le mouton. Et bah le goût de l'odeur dans la bouche, pas ouf du tout. Moi j'aime pas. La vérité, rigolez pas, c'est pas marrant, je vous jure, j'ai cru que j'allais vomir. J'ai avalé le truc, j'avais l'odeur dans le nez qui voulait pas partir. J'ai dû manger une dizaine de frites pour que ça passe et encore même pas. Non mais rigolez pas, c'est pas marrant. Moi j'ai pas aimé, ça sent super fort en fait. C'est pas dégueu, mais c'est trop fort pour moi, je vous jure, j'ai failli vomir. Les desserts viennent d'arriver, on avait dit un petit truc pour finir le repas. Petit hein. C'est quoi le petit là? Il y en a une. On a pris 2 desserts pour 4 et je pense qu'on a bien fait. C'est quoi cette taille de dessert? Oh là là. Moi je prends pas. Ça va être trop bon, ça va être trop bon. Je commence, j'en prends un petit bout, après je vous passe le je sais pas comment faire. Vas-y. Non c'est bon, t'inquiète.
Ouais, tu sais qu'il y a des couteaux. Ah oui, Easy ça. peasy. Et une crème anglaise. Le truc bien gras, bien léger. Tu peux essayer avec un peu de miel. C'est du miel dessus, c'est quoi carrément? Du gras. Du gras. Alors, il est moins bon. Il est moins bon que celui de la boutique. Ça, c'est les petits filaments qu'il y avait au resto l'autre jour de l'hôtel et qui étaient pas bons. Donc, on va voir si c'est meilleur là. Je suis en galère par contre. Oh, attendez. Ah oui, bien vu. Ah oui, bah bien vu. Ça, c'est bien vu ça. J'ai plus de couteau. Ah, j'ai un couteau. Ça, c'est un bon père. Hein. Oh là là. Tu devrais lui dire merci. Oh, c'est tellement meilleur qu'à l'hôtel. Le gros plan. Bon bah allez, on se tape ça et après on va profiter de la mer. Bon bah ça y est, le bus vient de nous redéposer. On se dirige vers l'hôtel. On va aller enlever toutes ces affaires beaucoup trop humides. Et on va aller à la piscine. C'est parti. J'espère que ce vlog vous aura plu, comme les précédents d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'hab, à liker, à lâcher un petit commentaire sur où est-ce que vous êtes partis vous en vacances cet été. Nous, il nous reste encore 2 jours ici où ça sera chill. On va faire plage, piscine, plage, piscine. J'ai une petite idée de concept en tête aussi. Je vais essayer de faire ça. On verra. Et puis voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires. Ciao ciao l'équipe.